Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette édition du samedi 6 juin. Une édition au cours de laquelle nous reviendrons longuement sur le week-end de Grand Prix côté circuit, côté coulisses et côté festif aussi. La première information du jour, c'est la grille de départ du Grand Prix de Formule 1. Le jeune prodige Kimi Antonelli confirme, il s'élancera en tête du Grand Prix demain. Charles Leclerc a signé le 4e temps des essais qualificatifs. Analyse et commentaires dans ce journal avec notre expert Formule 1 Frédéric Elion qui vous fait vivre toutes les courses en direct sur Monaco Info, mais aussi avec celui qui a suivi des dizaines et des dizaines de Grands Prix pendant sa carrière pour l'équipe, le journaliste Eric Bilderman. Et puis nous serons aussi avec l'un de ceux qui ont inscrit leur nom au tableau des vainqueurs de cette course mythique, Olivier Panis. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues de la Principauté, des célébrités, des passionnés et des fêtards aussi. Nous irons dans les coulisses des différents événements proposés en marge de ce week-end placé sous le signe de la Formule 1. Nous nous rendrons également à Strasbourg, où les petits chanteurs de Monaco viennent de donner un concert qui s'inscrit dans le cadre du programme culturel proposé par la Principauté qui, je vous le rappelle, a pris à la mi-mai la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. C'est donc Kimi Antonelli qui s'élancera en tête du Grand Prix de Formule 1 demain à 15h. Derrière lui, Max Verstappen. C'est le verdict livré par la séance d'essais qualificatifs. Frédéric Elion. Effectivement, Patricia, on le répète chaque année sur Monaco Info, la séance de qualification à Monaco est la plus importante de la saison, avec bien sûr l'avantage de partir en pole ici sur le tracé de la Principauté. Et c'est Kimi Antonelli, le jeune Italien de 19 ans, qui a signé la 4e pole position de sa carrière, le leader du championnat, l'homme en forme du début de saison chez Mercedes, qui a remporté les 4 derniers Grands Prix, qui a donc signé cette pole en 1 minute 12 et 51 centièmes, 43 millièmes plus rapide que Max Verstappen qui s'élancera à ses côtés en 2e position sur la première ligne. Le néerlandais de chez Red Bull est de retour aux affaires, et puis derrière la 2e ligne elle sera toute rouge avec Lewis Hamilton de chez Ferrari qui a été plus rapide que Charles Leclerc qui s'élancera en 4e position. À noter aussi la belle 5e place de Isaac Hadjar, l'autre français de chez Red Bull, et puis Pierre Gasly, pour rester dans le camp tricolore, s'élancera lui en 9e position sur la grille. Et l'on va justement écouter tout de suite la réaction des pilotes au Mediapen juste après la fin des essais qualificatifs. The rush of adrenaline. Oh my gosh, I was still shaking after 1 hour, because the rush. I think this is the most intense qualifying of the year, because also when it's about trying to polish those last 2 tenths, it's so difficult. You keep getting closer to the wall, and it's just about fine margin. It's not easy to put the lap together, but Max made the life, made our life very hard, and he did incredible as well. Also Ferrari very quick, but also big thanks to the team because the turnaround from yesterday was just immense. Ça a été un week-end extrêmement difficile. On a eu beaucoup de problèmes avec les freins, aussi bien à Montréal qu'ici. On le savait avant la qualif de mon côté du garage que ça allait pas être facile et que pour faire un tour à la limite en Q3 avec ces freins-là, ça allait être compliqué. Et ça fait que les références sont pas... j'étais pas ultra constant tout le week-end et donc du coup en Q3 on se laisse pas beaucoup de marge et j'en ai trop mis dans ce virage-là. Après voilà, je pense pas que ce soit parce que j'ai eu trop envie de bien faire. Je pense que c'est le résultat d'un week-end qui a été assez brouillon depuis la FP1 à cause des problèmes qu'on a eus. On est encore tôt dans le championnat, donc c'est sûr que Mercedes est clairement la favorite pour gagner le championnat du monde cette année. Ils ont une voiture exceptionnelle et Kimi est en train de faire un boulot exceptionnel aussi. Mais bon, le championnat, très honnêtement, j'y pense pas encore. On est seulement à la 6e course de l'année, donc c'est encore relativement tôt. Pour le reste, on verra. Pour demain, en partant 4e à Monaco, je ne m'attends pas à des miracles. Et pour se pencher sur ce qui peut nous attendre demain et revenir sur ce début de saison de Formule 1 assez inédit en termes de technologie, mais aussi au classement du championnat du monde des pilotes, nous sommes avec un journaliste qui a, excusez du peu, 4 décennies de Formule 1 derrière lui. Bonsoir Eric Bilderman. Bonsoir. La saison n'est pas tout à fait relancée. Antonelli imprime son rythme. Oui, effectivement. Alors, c'est un rythme qui tient à 4 centièmes de seconde. Donc, on n'est pas là sur quelque chose qui ressemble au début de saison.
On aurait pu imaginer que Max Verstappen, qui lui, avec une voiture moins performante, a surpiloté, a été exceptionnel sur son tour, puisse décrocher la pole. Ça nous aurait donné effectivement un Grand Prix plus excitant avec l'idée d'imaginer Max en pole. Maintenant, il y a toujours une possibilité, vu les qualités du pilote néerlandais, soit à Sainte-Dévote en réussissant son départ, parce que Antonelli rate souvent ses départs, de pouvoir prendre la tête de la course. Et ensuite, en stratégie, il y a encore des possibilités avec Red Bull de pouvoir prendre le dessus sur la Mercedes. Donc un Grand Prix qu'il va falloir absolument suivre ce dimanche. Mais comment expliquer ces différentes performances, alors notamment entre hier, les essais libres et les Ferrari qui avaient repris du poil de la bête, et donc aujourd'hui les essais qualificatifs, Antonelli qui est devant? Souvent avec Mercedes, la première et la deuxième séance d'essais libres sont assez peu révélateurs. C'est une écurie qui travaille sur le temps long. On a là une écurie efficace. Et quand je dis une écurie efficace, je suis obligé de dire un pilote efficace, Kimi Antonelli, qui confirme sur un circuit qui est quand même très piégeux, qui n'est pas un circuit de débutant, eh bien qu'il a une maîtrise absolue de son pilotage. Donc une course et une écurie Mercedes qui domine grâce à son pilote italien. Alors avant de conclure, un mot pour Charles Leclerc, 4e temps de ses essais qualificatifs. On avait vu tout au long de la semaine qu'il avait soif de victoire encore à Monaco. Bien évidemment, ce 4e temps, ça rend les choses compliquées. Oui, ça rend les choses très compliquées, c'est une déception pour tout le monde. On l'a vu sur son avant-dernière tentative en Q3, effectivement se rater. Il n'a eu donc en décalage qu'une seule véritable tentative pour décrocher un chrono. Ce n'était pas suffisant pour prendre ses marques. Donc déception du côté des rouges, parce qu'on attendait mieux aussi de la paire avec Lewis Hamilton, de voir au moins une des voitures rouges en première ligne. Alors on sait qu'au départ il y a une formule magique sur le plan technique avec les Ferrari pour être les plus véloces sur les premiers 200, 300, 400 mètres de piste. Maintenant on est à Monaco, déborder va être compliqué, à moins une fois de plus qu'une des Ferrari puisse profiter de la bataille qui risque d'être acharnée jusqu'à Sainte-Dévote entre les deux pilotes de la première ligne. Donc ne perdons pas espoir, il y a matière peut-être pour Lewis ou peut-être Charles de tirer un avantage de cette bataille en première ligne. Il faudra se faufiler. Merci Eric Bilderman d'avoir été notre invité ce soir et nous avoir partagé votre réaction juste après l'issue de ces essais qualificatifs. Merci. Tous les regards étaient donc tournés aujourd'hui vers le circuit, mais pas seulement, car pendant les pauses, il y avait encore du beau monde sur la pit lane. Le Grand Prix est un facteur indéniable d'attractivité, comme ont pu le constater Gaëtan Lebrun, Gaëtan Lagarde et Thomas Deus. Pour cette journée de qualification, les stars étaient de sortie à Monaco, à commencer par Kim et Khloé Kardashian, venus supporter Lewis Hamilton bien sûr, mais des célébrités du monde entier étaient présentes sur la pit lane pour voir au plus près les pilotes dans leur préparation. Moi c'est mon premier, c'est la première fois que je viens, je suis hyper content d'être là, il fait beau, j'ai hâte de voir les qualifs et la course. De la paillade s'il vous plaît. Well, very nice to see everybody in Monte Carlo here. It's a great event. Mercedes-Benz, Red Bull and Ferrari will be up there. Oh, it's unbelievable here. We've been so blessed that Prince Albert has been kind enough to invite us here this year. So I'm here with my wife, Reve, and our daughter, Catherine. And the place is incredible. To see it on television is one thing, but to be here in person is such a blessing. We're so happy and proud to be here. Up until free practice 3, it looked very much like it was Ferrari and it was going to be a battle between Charles and Lewis, but Kimi Antonelli has shown that he's got commitment, he's got speed, and I think therefore it's going to be a battle between Mercedes and Ferrari. Max you can never write off, but it feels that it's going to be a step too far for him. C'est exceptionnel, c'est mon premier Grand Prix, donc je suis hyper excité. On est invité par Cadillac en plus qui court pour la première fois, donc on va voir ce qu'ils valent aujourd'hui. Je suis avec mon petit frère Raphaël, donc voilà, il y a tout pour être heureux là. L'atmosphère est top, il y a énormément de personnes, donc c'est super. Beaucoup de casquettes Ferrari, beaucoup de personnes qui sont là, qui supportent, donc ça fait toujours très plaisir. Et tu vois qui gagner justement ce week-end?
On verra. J'aime pas trop m'avancer sur ce genre de choses. On est focus sur notre travail. On a des petits problèmes avec les freins, malheureusement, avec Charles, qu'on ne peut pas régler malheureusement ce week-end. Donc va falloir qu'il fasse avec pour la qualif. Mais bon, j'ai confiance en lui, donc j'espère Charles, bien sûr. Je pense Charles en P1, j'espère Lewis en P2 pour protéger. Et après, un petit Kimi Antonelli, ça serait pas mal pour la course. Je suis de cette équipe-là parce que voilà, je trouve que c'est une question de génération, une question de signal et de transmission. Entre Charles Leclerc, voilà, qui représente vraiment le rocher, et puis Lewis Hamilton, voilà, c'est l'élégance. Et puis c'est quand même un symbole, non ? Une belle ambiance sur la pit lane et encore plus de monde, même parfois une marée humaine à certains moments dans la fan zone, qui est le passage incontournable pour tous ceux qui suivent de très près le championnat notamment. Alban Gingembre et Camille Caloni sont allés découvrir ce qui se cache dans ce lieu très très fréquenté et où tout le monde essaie d'imaginer ce que la course donnera dimanche. Aujourd'hui, c'est jour de qualification pour la Formule 1. L'excitation monte crescendo chez les passionnés. Sur la fan zone, on entend différents pronostics. Nous, on espère Charles. Lando Norris and McLaren. Hamilton is going to win, but I hope it's Oscar, but it's not really probable. Je pense Red Bull premier quand même avec Max et on aimerait bien quand même Ferrari sur le podium. J'espère pour l'ambiance Charles. I'm here for a German factory victory, so maybe Mercedes or Audi. On espère Leclerc et Ferrari. Hein. Charles, obviously. Charles, je pense Charles. Lewis, je vois bien Lewis. Charles Leclerc, for sure. First Leclerc, number 2 Hamilton. Sûrement les deux Ferrari. Bon, on aurait aimé Oscar, mais c'est mal parti pour McLaren. Peut-être Max. L'heure n'est qu'aux spéculations. Vivre le Grand Prix, c'est aussi profiter de moments inédits qui n'existent qu'à Monaco. Ici, certains ont attendu toute la nuit pour s'assurer une place au premier rang face à leur idole. C'est une expérience assez magique et en plus les pilotes sont vachement accessibles. It's a great opportunity to meet drivers, especially in the fan zone, and it's like free, so it's amazing. I come all the way from Bolivia, so I'm really excited to like meet all the drivers. Like we came here at 2 a.m. Yeah, we came here like 1:50 a.m. La fan zone, c'est aussi la possibilité de repartir avec un selfie de qualité. J'ai choisi Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Parce que c'est mon équipe préférée, Ferrari. Ou de défier le chrono en jouant les mécanos. I feel like the real thing is going to have a lot more pressure in it, and you have to do it under the time that we did it. But for doing it for the first time, I think it was pretty good. Ou encore de tester ses qualités de pilote sur le circuit de Monaco. There were a lot of corners that were really hard to take, and you have to get really close to the wall. Enfin, impossible de repartir sans un souvenir de cette expérience unique avec un article qui sort du lot. C'est les casquettes d'édition limitée de Charles Leclerc, qui du coup de la nouvelle de cette année aux couleurs de Monaco, surtout en lin. Alors quelle écurie remportera la première place, quel pronostic sera juste? Rendez-vous demain pour le moment tant attendu de ce week-end de Grand Prix. Et si vous avez un peu de chance, dans les allées de la fan zone, sur la pit lane ou dans le paddock, il est possible de croiser d'anciens pilotes de Formule 1 qui reviennent toujours avec beaucoup de plaisir sur ce circuit mythique. C'est le cas d'Olivier Panis qui revient avec d'autant plus de plaisir qu'il a gagné ici en 96. Nous le retrouvons dans le paddock. Bonsoir Olivier Panis. Bonsoir. Difficile en vous accueillant de ne pas faire tout de suite un petit retour en arrière. 96, vous partez 14e sur la grille de départ. À quel moment vous vous êtes dit la gagne est au bout? Au début, on partait 14e, il y avait la pluie battante, donc tout ce que j'espérais, c'était marquer des points. À l'époque, on marquait des points, les 6 premiers marquaient des points. Et je me suis dit, on a une chance, on avait fait une stratégie un peu différente, mais à ce moment-là, je ne pensais pas du tout à la victoire. C'est au fil de la course que les choses se sont dessinées d'une façon un peu plus différente. On dit souvent que ça a été une des plus belles surprises de la Formule 1. Mais qu'est-ce qui a fait la différence alors selon vous ce jour-là, ce jour de pluie? Ce jour-là, c'est que je pense qu'on avait une très bonne voiture aussi, on avait une bonne équipe, on a fait une stratégie différente des autres. Et j'adore Monaco, j'adore les circuits en ville et c'est vrai que j'étais en confiance. Donc j'ai pu dépasser pas mal de voitures sous la pluie, ce qui n'est pas toujours le cas à Monaco, c'est pas simple. Et puis on a une super stratégie, en fait c'était le jour où ça devait arriver de toute façon. Voilà. Je pense qu'il faut dire ça parce que j'ai fait un tête à queue sur l'huile de Damonine quand il a cassé le moteur, j'ai rien touché. Enfin bon, c'était le jour.
Mais il fallait être solide parce qu'il n'y a eu que 3 voitures à l'arrivée. Tout le monde s'est accroché. C'était pas simple, mais c'était tellement magnifique à la fin que voilà, c'est des souvenirs incroyables. C'était l'alignement des bonnes étoiles. Lorsque Exactement. vous pilotiez, quel était le virage ou le segment du circuit monégasque qui vous inspirait le plus d'émotion? J'adorais la montée du casino, la descente, le Loves, toute cette partie avant le tunnel. Je trouve que c'est une partie très technique, mais j'adore tout le circuit. Et alors en parlant d'évolution, il y en a une majeure cette année sur tous les baquets. Quel regard vous portez, vous, sur ces évolutions? Elles vous impressionnent, ces nouvelles Formule 1 ou pas? Je dirais qu'il faut vivre avec son temps. Il y a eu des choses que les constructeurs ont voulu. Je pense qu'on a été un peu loin cette année de dire d'avoir un moteur 50% thermique, 50% électrique. Je ne pense pas que c'est la culture de la Formule 1. Mais je pense qu'il faut faire des efforts et je pense qu'ils vont revenir un peu en arrière. Et je trouve les voitures cette année très jolies, très compactes. L'année dernière, elles étaient très grandes, très grosses, très lourdes. Je trouve que ça va dans le bon sens, que ça revienne à la Formule 1 avec un peu plus de bruit encore. Et je pense que ça serait parfait. Vous en avez vu passer des générations de pilotes. Ouais. Que pensez-vous de cette génération-ci? Alors ils ont l'air tous très unis. Ça a l'air d'être une grande famille. Alors peut-être que pour l'apparence, mais en tout cas... C'est une jolie jeunesse, non? Il y a quelques anciens quand même. C'est une jolie jeunesse. On a toujours été tous unis, les pilotes entre eux, pour être honnête, depuis longtemps. Après, la presse fait son travail, on fait notre travail, on dit ce qu'on a envie de dire, la presse dit ce qu'elle a envie de dire aussi. Mais là, il y a des jeunes qui sont super, qui rafraîchissent bien le monde de la F1. Ils sont très jeunes, ils peuvent commencer plus jeunes que nous à l'époque. Ils sont très jeunes, ils sont très sympas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la nouvelle génération. Et puis ils ont une chance inouïe de faire ça, c'est 22 pilotes dans le monde, il faut en profiter au maximum. Et Monaco, lorsque vous êtes là, c'est un plaisir. Vous êtes presque voisins, hein, vous résidez à Grenoble. Mais Monaco, c'est une étape... Monaco, ça a changé ma vie. En tout cas, cette victoire en 96, elle a changé ma vie autant dans mon métier que ma vie personnelle. J'oublierai jamais, l'ACM m'a toujours accueilli d'une façon incroyable. Le Prince a toujours été super avec tous les pilotes F1, il aime ce monde. Moi, quand je viens à Monaco, c'est des souvenirs plein les yeux, des étoiles plein les yeux tout le temps. Et là, je suis venu en plus avec mes 2 filles, donc voilà, j'en profite aussi avec elles. Je ne vais pas vous demander de pronostic, c'est souvent un jeu vain et inutile. Mais en revanche, que pensez-vous de ce début de championnat? Est-ce qu'une fois de plus, c'est une saison qui est déjà toute tracée? Ouais, non, je pense qu'il y a des circuits qui vont convenir à plus ou moins des voitures différentes. Mercedes a un petit avantage, le petit Antonelli, il est impressionnant. Pour 19 ans, ce qu'il fait, c'est juste magique. Mais je pense qu'il y aura des vainqueurs différents. La saison va être très longue, elle est très longue surtout. Mais les Ferrari ici, je sens bien Charles et Lewis faire quelque chose ici. Un dernier mot, cela fait 4 jours que vous vous baladez dans le paddock, sur la pit lane. Ça vous inspire de la nostalgie ou au contraire, vous êtes très enthousiaste pour l'avenir de ce sport que vous chérissez tant? Non, je suis nostalgique par ce que j'ai fait ici, bien sûr, mais non, je suis très, très positif. En tout cas, la F1 reste la F1. Ça intéressera toujours les gens. Je trouve que depuis que ça a été repris par Liberty Media, plus la série sur Netflix et tout, il y a de plus en plus de jeunes qui sont raccrochés à la passion de la F1. La F1 restera la F1 et l'avenir de la F1, il sera toujours là. Merci beaucoup Olivier Merci Panis d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de votre séjour à Monaco. Merci beaucoup. Merci. Et en marge du Grand Prix, de nombreux événements caritatifs sont organisés. Hier soir, l'association Antoine Aleno organisait une vente aux enchères avec des lots inédits sur le monde de la Formule 1. Le reportage à l'hôtel Hermitage d'Alban Gingembre et Hugo Comassa. Le lot numéro 4, un casque cher à la principauté, monseigneur, celui de Charles Leclerc, signé 50 000 €, c'est vu, 50 000 €. Il y a une solidarité monégasque qui va avec l'association qui est un peu monégasque. Des pièces particulièrement convoitées en plein Grand Prix, offertes par plusieurs figures de la Formule 1. Parmi les plus de 30 lots, on trouve cette monoplace Alpine, ce châssis de Ferrari ou encore ces combinaisons portées par les plus grands pilotes. Une vente caritative pour l'association Antoine Aleno qui lutte contre les accidents de la route. C'est une cause qu'il faut prendre très au sérieux. Et ce soir, on va essayer de lever un peu de fonds pour faire notre œuvre, qui est d'aider
des familles à s'en sortir. Parce qu'une fois qu'on a perdu un enfant, il n'y a rien de pire, donc on est là pour essayer de leur apporter l'aide nécessaire pour s'en sortir. Nous avons aidé 350 familles déjà. Coluche disait une phrase que j'adore, au pays de la bouffe, donc en France en tout cas, on n'a pas le droit de mourir de faim. Et bien moi je dis qu'Antoine c'est devenu le Coluche de la cause, au sens où au pays des droits de l'homme, on n'a pas le droit de mourir sur un trottoir. Les fonds récoltés permettront aussi de sensibiliser aux dangers de la route qui tue plus de 800 jeunes chaque année en France. Le Grand Prix, ce sont donc des soirées événementielles pour la bonne cause ou pour venir se détendre et s'amuser. Il y a un groupe qui a particulièrement mis l'ambiance sur l'un des rooftops de Monaco. Les Gypsy Kings étaient en effet à Monaco hier pour la projection d'un documentaire inédit qui retrace leur histoire. L'occasion également de chanter des extraits de leur nouvel album et leurs musiques emblématiques. Nos reporters Théo Schumer et Hugo Comassa sont allés à la rencontre des musiciens et se sont entretenus avec Miguel Quimbeo et Tonino Bagliardo, membres fondateurs du groupe. Écoutez-les sur ce nouvel album. Tonino nous donne toujours un peu une direction à respecter. Il nous laisse un peu carte blanche à mettre un peu de modernité, de mettre le truc un peu au goût du jour, jusqu'à quand ça va trop loin, il dit hop, stop, ça c'est plus gypsy. C'est du pur Tonino, beaucoup de compositions de Tonino. Le style gypsy, ça c'est propre à Tonino et c'est propre à Gypsy King, ça on peut, même qu'on veut, on ne pourra jamais l'enlever. On essaie un peu, comme je te dis, d'améliorer le truc, de le moderniser un peu, mais bien évidemment cette essence on la retrouve toujours et on la retrouvera toujours. C'est un plaisir d'être venu ici, faire la fête ce soir aussi. Ça fait un moment que je n'étais pas venu et c'est un grand plaisir. Parce que oui, on était un peu plus jeunes, on était à Monaco souvent et même pour le Grand Prix, beaucoup de soirées privées, et on faisait la fête beaucoup à Monaco aussi, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager cette musique sur scène et les gens qui la reçoivent, on donne et on reçoit et il faut continuer comme ça. C'est aussi l'une des soirées prisées qui revient chaque année au moment du Grand Prix de Formule 1. La Casa Sunset a fait son retour au Meridian Beach Plaza. Une grande soirée plage entre amis avec une bonne dose de musique électro et une collaboration avec le chef Mauro Colagreco du Mirazur à Menton pour la partie restauration. Le concept est né en 2013 et ses deux fondateurs, Thomas Peters et Cédric Oudrouge, ont très à cœur de le renouveler édition après édition. Écoutez. On a commencé chez Cédric une fête entre amis où on était à peine 150, je dirais. On a commencé à 50 personnes, puis on est monté à 150 et à ce moment-là on s'est dit il nous faut un endroit un peu plus approprié et sur Monaco. Et donc du coup on a invité tous nos amis en 2013 ici et maintenant on sait ce que ça devient. Donc tout le monde se donne rendez-vous à Sunset chaque année pendant le Grand Prix de Monaco. Le format a évolué à travers les années. On a commencé avec la main stage que tout le monde connaît. Cette année on a investi énormément sur la petite plage qu'on appelle la disco stage. Donc vous verrez, il y a toute une scénographie assez magique, féerique. On peut jouer au baby-foot, on peut boire des jus de fruits. Il y a toute une décoration qui est assez extraordinaire. Et puis la troisième scène, qui est la scène de Mauro Colagreco, où c'est d'abord un restaurant gastronomique pour la première partie, et ensuite l'after party de Sunset Monaco pour continuer jusqu'au petit matin. Et pour clore ce chapitre Grand Prix, des images de cette soirée organisée hier à la galerie Other & Wirth, baptisée Formule 1 Improv. Pendant 2 soirs, cet événement proposé par Alexandre Grimaldi est devenu une partie de la présentation actuelle intitulée Mise en scène, produite en collaboration avec le studio de design Paulin. Voilà pour ce dossier consacré au Grand Prix de Monaco et les événements qui l'entourent. Je vous propose maintenant de rejoindre Strasbourg. Alors que Monaco occupe depuis la mi-mai la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, de nombreux événements culturels vont être proposés par la principauté tout au long de cette présidence. Et hier soir, ce sont les petits chanteurs de Monaco qui se sont produits dans l'une des églises de la ville. José Sacré et Jean-Alexandre Dordet y assistaient. Jean-Cyril Gandillet, titulaire adjoint du Grand Orgue de la cathédrale de Monaco, interprète un prélude de Bach à l'orgue de l'église Saint-Guillaume de Strasbourg, une merveilleuse église gothique située à la jonction du quai des Bateliers des Pêcheurs au bord de l'île. Elle a été fondée au XIVe siècle par les Guilhelmites et ensuite elle est devenue protestante grâce ou à cause de la corporation des bateliers. Et aujourd'hui, elle a la particularité d'être une église protestante, un lieu de culte et un très haut lieu de culture avec une saison internationale très riche. C'est
C'est dans cette église Saint-Guillaume de Strasbourg que les petits chanteurs de Monaco, sous la direction de Pierre Debat, ont été invités à chanter vendredi 5 juin. C'est dans le cadre du comité de la présidence tournante par Monaco du comité du Conseil des ministres et la direction des affaires culturelles et le gouvernement ont souhaité que les petits chanteurs viennent ici pour donner un concert dans le cadre des événements de cette année très particulière. Quel était le programme ? Les petits chanteurs ont donné leur programme de l'année 2026, composé d'œuvres de Bach, Mendelssohn, Fauré, De Ford, quelques chansons françaises, monégasques, programme qu'ils donneront demain soir à nouveau en concert en la collégiale de Thann, fief des Grimaldi, puisque le prince aussi dans tous ses titres nobiliaires est comte de Thann. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de travail à Monaco pour apprendre tout ça, la formation de la voix évidemment, l'apprentissage des œuvres. Vous avez vu qu'ils se produisent toujours par cœur en concert, je ne veux pas du tout qu'ils aient de partition, de manière à pouvoir être totalement en communication avec moi puisque je les dirige du piano. Mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de stages aussi, un stage que nous faisons chaque année très important en Tunisie en novembre, et ensuite un deuxième encore plus important à Salzbourg en Autriche depuis 30 ans. Et voilà, tout ça, et c'est de l'apprentissage, et puis les anciens transmettent aux nouveaux leur expérience aussi. Très applaudis à Strasbourg, les petits chanteurs de Monaco le seront tout autant, nous n'en doutons pas, sur les routes de leur tournée d'été en Autriche et en Slovénie. Et comme chaque samedi, avant de refermer ce journal, rendons-nous aux États-Unis pour la chronique US. Et ce grand écart entre la Terre et les étoiles. Dans l'État de Washington, dans le nord-ouest du pays, l'industrie du vin, vieille de 200 ans, côtoie désormais les géants de la haute technologie et de l'aérospatiale qui font la puissance économique de Seattle aujourd'hui. Pour en parler, un homme d'affaires américain, Greg Lill, ce propriétaire d'un domaine viticole, a été tout récemment nommé consul honoraire de Monaco, représentant les États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et du Montana. Le reportage sur place de notre correspondant Bastien Bory. Parce qu'elles peuvent abaisser leur point de congélation en stockant sucre et nutriments protecteurs dans leurs racines, les vignes du nord-ouest américain résistent d'elles-mêmes au froid polaire descendant du Canada 2 fois par décennie. Ainsi, d'une production confidentielle de quelques milliers de caisses dans les années 1990, le secteur viticole génère aujourd'hui, pour Seattle et l'État de Washington, plus de 10 milliards de dollars par an. Well, Northwest Wine is still a very young industry. And it's just starting to scratch the surface to become, wines that you might see around the world. I mean, our DeLille Cellars wines are distributed in Europe and Asia, South America. So it is becoming more and more of a global industry. And to think we were a part of that growth and a part of that history is something I feel very proud to be a part of. Even though when we first were here, it was much quieter and more of a farming community, I've enjoyed watching it grow and succeed. And Washington being the second largest wine growing state after California in the United States, it's been fun to watch the wine world grow. It brings people together in a setting which isn't necessarily business or technology or anything like that. It's usually around a table, around a meal, and that's when the guards come down and people relax and talk to each other and not just about what's happening in the world today. It's a time to reflect and it's a time to come together. Ironie de l'histoire, ce sont les guerres de religion du XVIe siècle en Europe qui ont servi de terreau à la viticulture à une époque où le sol semblait être le meilleur confident de l'exilé. Fuyant la France et les persécutions, Julius de Lille, ancêtre huguenot de Greg Lill, établissait ainsi en Bohême, dans l'actuelle République tchèque, un vignoble et une lignée de vignerons de 5 siècles. Winemaking was in our family history and back in France, going back to what we had recorded in 1574 actually. And I went back to the town of Lille and actually found our family history going back to the 12th century. So it goes back quite a ways. And winemaking was in the family history. And we thought, gee, maybe starting a winery out here would be a great project to do. And it also kind of
brought it, like you say, full circle to our history, going back to the town of Lille in France. Co-organisatrice d'enchères caritatives ayant levé 72 millions de dollars au profit d'hôpitaux américains, la famille Lille est depuis 2024 le relais diplomatique de Monaco dans cet État de Washington devenu pôle technologique majeur. D'Amazon à Microsoft, de Boeing aux fusées Blue Origin, pilotées depuis Seattle, ces 4 multinationales emploient 2 millions de personnes dans le monde. I think the two are really the interest in space. Because of Blue Origin being based here in the Northwest from Jeff Bezos, and then the whole ocean sustainability work that the Prince is trying to do with his foundation. I think those two industries especially can align and partner very well. The excitement that's coming from even some of the tech, as we mentioned earlier with Astrolab and Venturi out of Monaco, being a part of NASA, and being a part of Blue Origin, which is based here just down the street, 10 minutes away from us, it kind of brings a little bit of that old world Monaco into fold with the technological things that are happening here in the greater Seattle area. And I think it makes for a great partnership and a great combination. Et ce partenariat vient d'être validé par la NASA. À l'horizon 2028, un atterrisseur de la société américaine Blue Origin devrait ainsi déposer sur la Lune le rover Venturi Astrolab que conduiront les astronautes du programme Artemis. Cette dernière minute, la Rocket Team s'est imposée 61-83 dans le match 3 des demi-finales de Betclic Elite. Une victoire nette et franche face à Nanterre. Monaco mène donc désormais 2 matchs à 1 face à Nanterre. Match 4 lundi à 21h. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre les prévisions météo d'Alban Gingembre et pour se quitter, les photos de fin de journal au plus près du Grand Prix dans le regard du photographe Manuel Vitali. Je vous retrouverai demain à 18h30 pour un nouveau JT. Très belle soirée à vous. Bonsoir à tous, demain c'est une météo parfaite qui nous attend pour assister au Grand Prix, ni trop chaud ni trop froid. Comme aujourd'hui nous aurons du beau temps, peu de nuages, pas de pluie et un thermomètre qui oscille entre 16 et 23 degrés. Dans les tribunes, pensez à vous protéger car l'indice UV demeure élevé. Et puis demain, dimanche 7 juin, n'oubliez pas les Gilbert, c'est leur fête.